Podcast.com. Essaye ça. Critique exquise. Bienvenue à Critique exquise. Ouais, là, c'est bon. Yeah. Chris, retour de vacances de Critique exquise. On fait ça au compte-gouttes. On va rajouter du monde à mesure que les vacances vont se terminer. Puis on dit vacances, ça fait quand même quelques semaines qu'on regarde des films à Fantasia, mais c'est la première fois qu'on se réunit enfin pour commencer à parler de films. C'est la première fois. Pour la première fois, pour la toute première fois, mais pas pour la dernière. On va probablement faire une formule un peu différente cette année aussi. On va essayer de faire ça en plus short and sweet, puis faire des capsules séparées pour chaque film ou si jamais il y a comme, justement aujourd'hui, on va parler de John Woo parce qu'il y a 2 films de John Woo qui ont passé à Fantasia. Et donc, on va parler des 2 films de John Woo parce qu'il y a quand même du comparatif à faire entre ces 2 films-là. Mais sinon, en général, on va essayer de se concentrer sur un film par épisode. Puis on va vous sortir ça en petit compte-gouttes une fois de temps en temps quand on a le temps. Comme ça, il va y avoir plus de contenu qui va sortir. Ceci dit, aujourd'hui, Milan est avec moi. Allô, Bruno, je suis avec toi. Allô. Et puis, Milan et moi, on est des fans de John Woo, ou en tout cas, on est des fans de certains films de John Woo. Ouais, c'est ça. Je dirais pas toutes, c'est ça, hein? Je dirais pas toutes, mais d'ailleurs, tu parlais de John Woo, qui a eu 2 films de John Woo à Fantasia cette année, Bruno, mais il y a aussi eu John Woo à Fantasia cette année. Il y a eu John Woo à Fantasia qui était là, effectivement, qui a fait une masterclass aussi, que j'ai manqué. Parce que c'était en après-midi, puis c'était dans les premières semaines de Fantasia. Fait qu'en général, je finissais mes soirées à 4 heures du matin. Puis le lendemain, ça me tentait pas d'aller dans une masterclass hangover. Effectivement. Je pense que Pascal est allé. Fait que peut-être qu'on va y parler plus tard. Il pourra nous en parler, ouais. Exactement. Les 2 films qui sont passés, Hard Boiled, qui était, comme on discutait juste avant de commencer à enregistrer, son dernier film, dans le fond, avant de passer sur les US of A. Voilà, avant de partir dans la tranche de sa carrière aux USA qui a précédé la tranche de sa carrière retour à Hong Kong. Exactement. Et puis, le deuxième, dans le fond, c'était Face Off. Voilà. Qui est un de mes films préférés de John Woo, je pense. Qui est pour beaucoup de gens, je pense, en tout cas, au moins son meilleur film américain. Oui. Et pour beaucoup de gens aussi, Hard Boiled est son meilleur film de Hong Kong. Donc, ils sont vraiment allés taper dans les deux fan favorites, je pense. C'est Hard Boiled, justement, son dernier film à Hong Kong. Il y a eu beaucoup de budget pour le faire, ça paraît. Oui. Face Off, d'après moi, son film avec le plus de budget aux States. Non, je pense que c'est Mission Impossible 2. Ouais, c'est sûrement Mission Impossible, effectivement, parce que c'était dans une franchise. Exact. Mais quand même. Regarde, je l'ai ici, là, budget 80 millions quand même en 97, ce qui n'est pas rien. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est quand même un bon chunk de change, surtout pour cette année-là. John Woo, donc, on peut commencer à parler de Hard Boiled, je pense. Aller revisiter ce film-là, c'est tout le temps le fun. Toi, t'es allé le voir avec le public de Fantasia ou tu te l'es tapé? Je me l'ai tapé sur Prime à la maison parce que c'est ça. J'avais underestimate ma charge de travail et donc il a fallu que je coupe beaucoup de screenings malheureusement que j'aurais bien aimé aller voir, mais non, je me le suis tapé chez moi. OK. Paraîtrait-il que, moi aussi je l'ai manqué à Fantasia, mais paraîtrait-il que la salle était folle comme de la marde. Et je peux imaginer, c'est quand même un film qui est quand même assez non-stop, là. Et qui, malgré, mais ça de toute façon dans tous les films de John Woo, malgré ses bouts de quétaine, oui. s'en sort très, très bien. Moi, c'est l'utilisation arbitraire des freeze frames de John Woo qui me fait toujours... je suis pas sûr de comprendre. Tu sais, c'est une transition de scène, genre, tu sais, puis un freeze frame, c'est la face du gars, puis là, c'est lui. Tu sais, il est en char, il conduit, il se regarde dans son rétroviseur, freeze frame, là, il est dans une bibliothèque. Tu sais... Oui.
Puis tu sais, des fois, tu sais, mettons, il y en a quelques-uns là-dedans, dans The Killer aussi, il y en a, mais tu sais, dans The Killer, t'as plus l'impression que, je sais pas, qu'il y a une intense. Je sais pas, c'est ça, c'est vraiment étrange. Atmosphérique dans Ouais. The Killers, genre? Ouais. Mais dans celui-là, c'est les choux. Il a fait beaucoup de choix assez étranges quand même. Moi, ce que je me rends compte, en fait, en me retapant, puis là, tu sais, mettons, sur Hard-Boiled, on a vraiment deux policiers qui c'est vraiment comme un genre de body movie / film noir, là, tu sais. Ouais. Où est-ce qu'on a deux policiers qui deviennent amis, puis mais en même temps, c'est super dark. Parce que, tu sais, ils bondent sur le fait que il y en a un des deux qui a tué un policier. Oui, effectivement. Fait que c'est comme là-dessus un peu qui bondent. Fait que c'est super dark. Il y a beaucoup d'éléments vraiment intéressants, très justement film noir dans ce film-là. Beaucoup de ralentis aussi. Beaucoup de ralentis. Je pense que aussi vraiment, tu sais, John Woo, c'est un maître du cinéma d'action, hein, on est au courant. Il est son propre action director, on s'entend. Là, c'est ça qu'il fait surtout, c'est là qu'elle est sa force. On peut voir dans Hard Boiled particulièrement, et jamais autant avant. Et je dirais probablement jamais autant après non plus, une technique qu'il utilise quand même dans tous ses films, mais qu'il utilise vraiment presque à outrance dans celui-là, c'est d'établir une place avec une lentille grand angle. Fait qu'il rentre dans une place, mettons un restaurant ou un hôpital ou quelque chose comme ça. Et puis là, il nous montre tout l'espace avec un grand angle, puis il nous le montre de quelques angles différents comme ça pour qu'on voit, OK, le bureau est là, la salle d'attente est là, les médecins arrivent par là, l'ascenseur est là. Genre, tu vois toute la pièce. Puis après ça, il se sert du fait qu'on sait où est-ce qu'on est, on est situé pour faire un montage frénétique où est-ce qu'on n'est jamais fourré de qui est en train de tirer sur qui, par où, parce qu'on sait où les gens sont situés. Puis ça, c'est vraiment super fort, puis il le fait vraiment, vraiment bien, particulièrement dans Hard Boiled, je pense. Oui, effectivement, parce que dans le fond, il nous donne une map visuelle de l'endroit. On se pose jamais vraiment de questions à savoir on est rendu dans quelle pièce. Il y a beaucoup de films surtout des films d'action low budget, mettons, qui on rentre on voit la maison de l'extérieur, on rentre dedans, puis on est rendu à avoir beaucoup trop de pièces. Ouais. On ne sait pas ce qu'on est. Parce que, ça se peut pas. Souvent, c'est que le layout de où est-ce qu'il passe, puis où est-ce qu'il transite dans un endroit clos, n'a pas vraiment de sens. Ouais. Puis je dirais même, pas nécessairement juste dans des films low budget. Souvent, en fait, je pense qu'il y a deux affaires. Soit pas assez de communication entre le first unit, genre le réalisateur, puis le second unit, director, qui est le directeur d'action, dans le fond. Le réalisateur d'action, c'est vraiment comme deux jobs différents. Certains réalisateurs font les deux. Et certains réalisateurs préfèrent faire confiance à quelqu'un qui est bon pour réaliser de l'action. Mais en même temps, la personne qui réalise de l'action n'est pas nécessairement bonne pour faire des establishing shots, elle n'est pas nécessairement, elle s'occupe de chorégraphier l'action dans l'espace, mais après ça, peut-être que c'est pas la personne qui est la meilleure pour établir les trucs. Et à l'inverse, des fois, tu vas avoir un réalisateur un peu qui fait les deux, puis qui est talentueux dans les deux, mais en même temps que Christopher Nolan est un bon exemple. Oui. Christopher Nolan, dans beaucoup de ses films, souvent on est confus sur qu'est-ce qui est en train d'arriver, où on est. Je pense à particulièrement, mettons, la scène de poursuite dans Dark Knight. Dans le deuxième Dark Knight, là, dans Dark Knight, je pense, où est-ce qu'on s'en va, depuis tantôt, les voitures s'en vont de droite à gauche. Droite à gauche. On est toujours de droite à gauche, on est toujours de droite à gauche. Et puis là, à un moment donné, il y a un des trucks qui rentre, qui sort à l'extérieur, puis qui tombe dans l'eau, puis il arrive de gauche à droite.
Ouais. C'est super mêlant, on comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi que Sont où, pourquoi, etc. Donc, c'est tout ça pour dire que John Woo fait pas ça. Il est bon pour nous installer dans un espace puis pour nous l'expliquer, pour après ça pouvoir avoir des grosses scènes d'action. Chow Yun-fat dans ce film-là. Chow Yun-fat. Effectivement. Ouais. Il était... je sais pas c'est où ce film-là dans sa carrière. J'ai l'impression que c'est comme plus au milieu qu'au début, mais il était quand même encore très jeune, tu sais. Il est encore très jeune, il est super handsome, il est du genre le gars le plus cool au monde. Puis aussi de la manière que John Woo le filme, puis l'établit, puis tout ça, là, c'est vraiment, il le rend cool as fuck. Puis, mais en même temps, à ma question, Bruno, c'est le premier crédit de sorte de 76. Ouais. Donc, c'est quand même une vingtaine d'années, là, pratiquement, là, après le début de sa carrière. Donc, on est plus vers la fin qu'au début, puis il est encore extrêmement good looking, il est encore jeune là, en forme. Ouais. Mais aussi, dans ce film-là particulièrement, on sent que ses chops d'acteur sont vraiment, vraiment... il est vraiment au top de sa game aussi. Malgré encore là les bouts de quétaine, parce que John Woo, on va s'entendre, il est quand même un peu quétaine. Oui. Même tu sais, souvent, je dirais, ces scènes d'ouverture de ces films sont quétaines. Oui, c'est vrai. Tu sais, Hard Boiled, ça commence avec quelqu'un qui se fait un scotch and soda ou un vodka soda puis qui joue de la clarinette dans un bar jazz. Dans un band de jazz, de smooth jazz. Dans le bar tenu par John Woo en caméo. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'oublie toujours, je le remarque jamais. Ouais, c'est lui qui fait le propriétaire ou le barman, là, je me souviens plus. Là. Mais il y a quelque chose que moi je remarque beaucoup aussi, c'est justement c'est qu'il fait du cinéma d'action, mais on dirait qu'il essaye toujours de faire des nouveaux types de relations entre ses personnages, entre ses protagonistes. Il y a souvent comme deux, ou un protagoniste, un antagoniste, ou deux protagonistes, ou comme des antagonistes qui deviennent amis dans ses films. Puis il aime beaucoup ça, jouer avec les relations comme ça dans ses films. Puis ça, je trouve que c'est quand même super intéressant. C'est clair que avec Face Off, mettons, il voulait faire un drame familial. Oui. Le but, c'est de faire un drame familial. Quel drame familial spécial. C'est ça. On va y arriver, mais tu mentionnais des moments quétaines dans Hard Boiled. Je pense que celui qui me vient en tête le plus, c'est dans l'hôpital, quand ils sont en train de mettre des trucs dans les oreilles des poupons pour pas défoncer leur tympan avant ou pendant le firefight, là, à un moment donné, là-dedans. Ouais, ça, c'est cute, ça. Ça, c'est super. Mais en même temps, tu sais, un gars qui gunfight avec un bébé dans les bras, genre, tu sais, c'est des images iconiques. Tu sais, souvent, c'est comme l'impression que ça donne aussi. Tu sais, il se dit, c'est un peu, je pense c'est un peu comme un genre de Hitchcock, tu sais, où est-ce qu'il se dit, OK, où est-ce que je pourrais avoir une scène d'action puis que ce serait super weird, genre. Puis là, il s'imagine. Puis là, après ça, il fait comme, OK, qu'est-ce qu'il y a dans un hôpital? Il y a la morgue, il y a la salle d'attente, il y a la pouponnière, il y a, tu sais, fait que là, il pense à toutes ces places-là. Puis là, il se dit, OK, c'est où les places que c'est le plus fucked up d'avoir un firefight? La pouponnière avec les enfants. La pouponnière avec les enfants, là. Ça, c'est... Mais en même temps, il est comme, mais il faut être gentil avec les enfants. Fait qu'on va leur mettre des boules de watt dans les tympans. Ouais. Oh là là. Ouais. Fait qu'un Hard Boiled, un film dans lequel le scénario est très complexe. Hein? Il y a comme beaucoup d'éléments, éléments criminels à faire là, vraiment, tu sais.
sais, justement, là, tu sais, où est-ce que tu te dis, OK, qu'il voulait faire une scène d'action dans un hôpital, mais il se disait, comment je justifie une scène d'action dans un hôpital? Ah, il y a une porte secrète dans la morgue qui mène à la base des méchants. Genre, c'est presque un film de G.I. Joe, genre, tu sais, c'est vraiment far-fetched, là. C'est un peu... Oui, c'est tiré par les cheveux beaucoup, là. Tu sais, de dire, OK, nous autres, notre secret evil villain lair, tu vas pouvoir rentrer juste par la porte dans la morgue cachée dans l'hôpital, pas loin de la pouponnière. Ouais, c'est ça. C'est... ouais. Je me souviens, je l'ai regardé avec ma blonde, puis tu sais, elle était comme fourrée, tu sais, puis je disais pourquoi ils sont là, je dis c'est pas sont là, c'est ça qui est important. C'est en train de se passer là, sont là. Ils sont à l'hôpital. Mais c'est pas niaiseux, tu sais, c'est pas ça fonctionne, la logique interne du film fonctionne. Puis c'est un peu nono que ce soit ça la logique du film, mais c'est pas comme cave à l'intérieur du film. Tout fonctionne pareil. Même affaire pour Face Off, tu sais, il y a beaucoup d'affaires dans Face Off, encore plus d'affaires dans Face Off qui n'ont aucun sens par rapport aux lois de la physique puis de la biologie puis des trucs comme ça, là, tu sais. Oui. Mais que à l'intérieur de la logique du film, ça marche, fait que why not? Dans l'univers de Face Off fonctionne. Dans l'univers de Hard Boiled fonctionne. T'sais. Voilà, exactement. Fait que ouais, le scénario de Hard Boiled, vas-y, résume-moi ça. Et boy, Chow Yun-Fat est fâché. Puis il est fâché contre un undercover. Si je me souviens bien, c'était un undercover, mais qui a genre tué un flic. Puis finalement, ils deviennent body de vengeance contre un mobster crew. Là. Un autre méchant. Ouais. Il y a du trafic de guns qui est bien important dans ce film-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un film très simple. Ouais. Il y a beaucoup de cadavres, évidemment. Ce qui est le pire quand même. Ouais. Beaucoup de cadavres, beaucoup de 1 contre 100 aussi, là. Oui. Tu sais, Chow Yun-Fat qui rentre tout seul dans une place avec plein de guns sur lui, puis il s'en va tuer tout le monde. C'est vraiment du gun kata là, à son meilleur. Là, là, c'est quand même les débuts aussi de, mettons, des shots de Matrix, mettons, de ce genre d'espèce de filmographie-là. D'esthétique-là, ouais. Surtout le premier de Matrix, c'est assez... extrêmement inspiré. Ouais, c'est ça, disons ça comme ça, oui. Extrêmement inspiré de John Woo. Puis ouais, Hard Boiled, justement, là, dans le... si on pense à The Killer, mettons, ou à les films qu'il a fait un peu avant, on sent vraiment que ça culmine à Hard Boiled. Vraiment, si vous avez un film de John Woo à regarder, je pense que c'est probablement Hard Boiled. Là. Ouais, surtout de sa période Hong Kong quand même. Ouais. C'est pas mal... il y en a quelques-uns. The Killer, c'est correct aussi, mais... Pour moi, oui, The Killer, c'est très bon aussi. Better Tomorrow aussi, c'est super bon. Better Tomorrow, c'est, tu sais, mettons, si tu regardes Hard Boiled puis tu trouves ça le fun, mais tu trouves que c'est trop spectacle, Better Tomorrow, c'est pour toi. Tu sais, Better Tomorrow, c'est plus grounded, c'est plus gritty, genre. C'est Chow Yun-Fat qui rentre dans une pièce pour tuer 8 gars, mettons, tu sais. Pas pour tuer 100 gars. Qu'est-ce que tu penses de Better Tomorrow 2? Better Tomorrow 2 est bon aussi quand même. Les deux sont bons, je pense. Parce si je me souviens bien, ils ont été faits back-à-back. Il a fait le 1. Ouais. Puis d'après moi, il avait soit filmé trop pour le 1, puis il s'est dit, tant qu'à ça, je vais faire un deuxième. Je vais faire un deuxième film, ouais. C'est ça, ça ressemble à ça d'après moi aussi. La période Hong Kong de John Woo, c'est surtout comme tout ce qui lead up à Hard Boiled, tu sens que c'est vraiment solide. Même Bullet in the Head, c'est vraiment bien aussi. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Bullet in the Head. Faudrait que je le re-regarde.
c'est une autre affaire. T'sais, encore là, c'est le fun. T'sais, il fait du stock différent pour chacun de ses films. T'sais. Il faisait beaucoup de noir. Puis là, il s'est dit, OK, je vais faire un film de guerre, genre. Puis, Il y a toujours des criminels, mais ouais, un film de guerre. Ouais, c'est ça. Ben, comme un genre de... C'est comme son dead president, un peu, genre, là, où, tu sais... Vous m'excuserez à la maison, je suis en fin de... Ben, pas en fin de COVID, là, mais ça fait un mois que j'ai bien de la misère à parler. Fait que si je tousse, excusez-moi d'avance. On va te pardonner. Yes. Passons à Face Off, je pense. Ben oui. Puis sûrement que ça va nous faire penser à des affaires dans Hard Boiled Anyway. Il y a des bonnes chances. Face Off, hein? Ouais. Nicolas Cage, le gentil. Non, le méchant. C'est pas clair. Voilà. Donc, dans leur enveloppe originale, John Travolta, le gentil. Ouais. Nicolas Cage, le méchant. Donc, le premier acte, hein, on le passe avec ces deux personnages-là dans cette configuration-là. Et le premier acte se termine quand même assez rapidement. Oui, c'est vingtaine de minutes, peut-être. Et déjà, ouais, c'est ça. Là, mais c'est très sur cool. 2 heures de film, là, tu sais. Ouais. Et il y a quelque chose de quand même, tu sais, très intéressant dans la manière que ce film-là est structuré déjà. C'est que le méchant se fait pogner à la fin du premier acte. C'est le first act break, c'est le méchant s'est fait pogner. Fait que le film est réglé. Ouais. Faut aussi dire que Castor Troy, a.k.a. Nicolas Cage, dans le premier acte, a tué le fils de John Travolta. A tué le fils de John Travolta, voilà, dans une scène de flashback au début du film. Yes. C'est très important pour beaucoup de... C'est rare, ça, des films qui rouvrent sur un flashback, quand même. Effectivement. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un flashback si c'est la première scène du film? Non, je pense... Ben... ouais. Mais c'est comme en fait, ça explique beaucoup. Ça explique en un très court laps de temps la relation que Sean Archer / John Travolta a à Castor Troy / Nicolas Cage. La haine et le... Tu parles besoin de vengeance. Oui, c'est ça. Et tu parles de drame familial et la femme de John Travolta aussi, la haine qu'elle a contre monsieur... oui, Castor Troy aussi. Puis tu sais, comme c'est un peu leur... c'est l'affaire que... Ben, c'est ça, c'est le némésis, mais c'est aussi comme l'élément un peu qui empêche la famille de fonctionner. Le fait que ce gars-là existe fait que il y a personne qui communique bien dans cette famille-là, puis tu sens que le père est complètement absent de la famille, puis que ça fait que sa fille act out, puis sa femme est toute seule tout le temps, puis ils n'ont pas vraiment de relation. Et tout ça, c'est comme, tu sais, c'est comme ça le but du film. mais en même temps, c'est qu'il s'en sert de façon narrative. Parce que donc, voilà, ce qui se passe, c'est que Nicolas Cage, en tant que Castor Troy, se fait pogner au début du film. Il est dans un coma, mais il se rend compte qu'il a placé une bombe au centre-ville de LA. Ils savent pas où, ils savent pas quand est-ce. Mais ils ont une date, ils réussissent à pogner une date. Fait faut absolument qu'ils découvrent c'est où qu'ils ont mis la bombe avant la date. Et donc, ils sont sur le deadline. Ils n'arrivent pas à pogner d'informations de personne, même en les torturant. Ils décident que la meilleure chose à faire, c'est de demander au petit frère de Castor Troy, Pollux Troy, qui ne parlera pas à personne, c'est sûr, même s'il le torture, j'imagine. Et donc, le meilleur truc, c'est que Sean Archer, qui connaît Castor Troy de fond en comble, c'est tout sur le gars, il est complètement obsédé par le gars, va se faire transformer en Castor Troy, en se faisant enlever sa face pour la remplacer par la face de Castor Troy, pendant que sa face l'attend dans un genre de
un bain de formol, là, ou en tout cas, c'est pas clair c'est quoi cette affaire-là. Je sais pas trop comment ça fonctionne pour vrai. Là. Non, c'est ça. Donc, ça n'a aucun sens comme tel. Il y a pas de, ça peut pas fonctionner. Il n'y a aucune chance que cette technologie-là arrive un jour. Ceci dit, dans le film, c'est ça qu'on fait, puis c'est pas ça qui est important. L'élément science-fiction est pas l'élément important, disons. C'est vraiment plus l'idée que tu te transformes en ton Némésis. Et donc, comment ça t'affecte psychologiquement, comment ça t'affecte, c'est quoi les affaires, jusqu'où tu peux aller pour que les affaires fonctionnent. Et donc, bien sûr, Castor Troy se réveille pendant que Sean Archer est en prison et que personne d'autre est au courant qu'il est en prison. Sauf le docteur, puis je pense sauf le docteur, puis ouais, puis une de ses partenaires. Genre, il y a comme 3 personnes qui le savent, là, tu sais. Et donc, et bien sûr, donc, Castor Troy se réveille, kidnappe le docteur, se fait mettre la face de Sean Archer d'en face, et donc, ça devient ce film-là. Ça devient la rivalité entre ces deux gars-là. Il y a énormément de choses qui se passent dans ce film-là. Il y a énormément de set pieces. Des gros set pieces. La première grosse scène d'action est dans un aéroport où est-ce que c'est un avion contre des chars. C'est une poursuite entre un avion puis des chars de police, puis un hélicoptère, puis ça devient un firefight dans un hangar d'avion. Le deuxième gros set piece du film se passe dans la prison, qui est une espèce de prison que personne ne sait où, qui est pas dans les livres. Et dans laquelle tu portes des bottes aimantées, puis c'est très science-fiction. Toute cette affaire-là est très science-fiction. Paraît-il que c'était un scénario de science-fiction au départ, que c'était carrément, complètement un film de science-fiction qui se passait dans le futur, puis que John Woo était pas vraiment intéressé à faire ça, fait qu'il a comme fait changer le scénario pour faire fitter qu'est-ce que lui, ça il tentait de faire. Mais il y a quand même des éléments de science-fiction qui sont conservés. Déjà, juste l'affaire de la face, c'est ouais, quand même... Voilà. Déjà, c'est très science-fiction. Puis c'est la face et la voix aussi, hein? Ouais, la face et la voix. Il se fait mettre une chip dans sa gorge pour changer sa voix. Il se fait changer aussi son tour de taille puis tout, là, tu sais, là, c'est vraiment... son body type, sa grandeur. Ouais, c'est ça. Ben, ils disent, vous avez à peu près la même grandeur, fait que ça fera pas une grosse différence, mais tu sais, pour vrai, s'il y avait pas eu la même grandeur, il aurait pu dire, on va aussi rajouter des implants de tibia pour te faire grandir, blablabla, tu sais, fait que... il aurait pu faire n'importe quoi, tu sais. Mais voilà, donc on parlait tout à l'heure dans Hard Boiled, il y a l'élément justement, tu sais, tuer un policier, la culpabilité, tout ça. Dans ce film-là, Sean Archer, tu sais, je veux dire, il est dans une prison avec des gardiens de prison qui sont tous méchants, là, comme dans toutes les prisons de films. Ben oui. Mais en même temps, c'est des law enforcers, c'est des éléments policiers, disons. Puis il est responsable directement ou indirectement de la mort de plusieurs d'entre eux. Donc, parce que pour s'évader, hein, il part une émeute dans sa prison, puis il tire pas mal de monde. Il sauve la vie de quelques-uns, mais il en tue pas mal aussi en self-defense, mais en même temps, personne n'est au courant que c'est lui. Qui devrait pas être là, tu sais. Fait que, ouais. Ou en tout cas, personne veut l'écouter quand il le dit aussi, mais en même temps, tu sais, why? Ouais, c'est ça, comme... C'est quoi tes preuves? Ah, OK, ben, voilà. Mais, hein, ceci dit, donc, il réussit à s'évader de la prison. Ça aussi, hein, c'est vraiment très étrange parce qu'il y a comme un choix qui est fait dans ce film-là qui est un peu incompréhensible à mon sens. Parce que Sean Archer réussit à s'évader de la prison.
Puis là, il réussit à sortir, il sort dehors, mais il est comme sur une plateforme pétrolière, genre. C'est l'extérieur de la prison et c'est une plateforme pétrolière. C'est comme en plein milieu de nulle part. Là. C'est la super high max security sci-fi. Voilà. C'est la prison sur la Lune, mais... Ben, on sent qu'on est au large de la Californie ou en tout cas, peut-être. Ouais. Je sais pas, on est au large de où. Le film se passe en Californie, le film se passe à Los Angeles. Donc, écoute, il sort, il se fait tirer dessus par des hélicoptères, il saute dans l'eau. Et la prochaine fois qu'on le voit, il est à Los Angeles. Il est en forme. Ouais. Il est en forme, mais moi, c'est plus la question que je me pose, c'était-tu pour qu'on pense qu'il est peut-être mort qu'ils ont fait ça? Je sais pas. Parce que c'est clair qu'on penserait pas ça. C'est-tu pour l'effet dramatique? Mais si c'est juste ça, ça a comme... en tout cas, ce bout-là, je peux pas, là. Ça fait partie de bien des choses qui se peuvent pas dans cette œuvre-là, mais oui, effectivement, c'est un peu... c'est un choix étrange, en fait. Moi, je donne des gros props au film parce que dans le film, Nicolas Cage, gentil, hein, il emploie le nom du film dans un meeting avec les méchants pour dire « I want to take his face off ». Ils disent le titre du film plusieurs fois dans cette scène-là, en fait. Effectivement. Et j'aime le fait qu'ils ont choisi Travolta et Cage qui sont habitués de faire des gentils et des méchants, puis que les rôles s'inversent dans le film. Tu sais. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais. Et l'acting de Nicolas Cage, évidemment, est... Écoute, il a donné son 140% dans toutes les performances, ou presque. C'est vraiment une de ses performances les plus mémorables, je pense aussi, parce que, puis en le revoyant, puis celui-là, je l'ai vu avec le public de Fantasia aussi, fait que ça ajoutait une couche, mais en fait, c'est ça, tu sais, puis c'est une affaire que j'ai appris sur Nicolas Cage, puis je pense qu'on en a déjà parlé ici, mais Nicolas Cage, semble-t-il que de la manière qu'il acte, c'est que si tu lui donnes une take, il va te demander comment tu veux que je la fasse. Si tu lui donnes 2 takes, il va faire 2 manières différentes de la faire. Si tu lui donnes 3 takes, il va faire 3 manières différentes de la faire, puis avec des intensités différentes. Puis, souvent, dans les films, les gens, ils choisissent tout le temps la take la plus intense parce que Nicolas Cage, c'est ça qu'on veut, tu sais. C'est un peu rendu ça, mais à cette époque-là, je sais pas si c'était déjà ça. Je pense non, à cette époque-là, c'était pas encore ça. C'est devenu ça. T'sais. Ouais, en fait, il venait de gagner un Oscar là, quand il a fait Face Off. Il venait de gagner l'Academy Award pour Leaving Las Vegas. Où il était sur le point, en tout cas, c'est dans cette période-là où est-ce qu'il était comme un acteur respecté. Puis, dans ce film-là, justement, il y a toutes les nuances de Nicolas Cage. Il y a Nicolas Cage calme, posé, il y a Nicolas Cage stressé, il y a Nicolas Cage vulnérable, il y a Nicolas Cage super intense. Il y a Nicolas Cage. Il y a du niveau d'acting dans l'acting de Nicolas Cage beaucoup plus que dans celui de John Travolta, je dirais aussi, parce que John Travolta, c'est comme s'il essaye quasiment pas. Il se dit, je suis bien déguisé, personne va se rendre compte que c'est pas lui, tu sais. Ouais. Puis il dit, je vais agir comme moi anyway, parce qu'il est tellement, le personnage est tellement narcissique que il a pas l'impression qu'il va ever se faire pogner. Nicolas Cage, il joue Sean Archer qui joue Castor Troy. Fait que des fois, il faut qu'il joue comme s'il était un pervers narcissique violent, psychotique. Mais tu vois Sean Archer en arrière qui aime pas ça, être obligé de faire ça, puis qui se force à
aimer ça pour que ça aille l'air vrai, c'est quand même assez fort. Puis il a vraiment pogné l'acteur pour faire ça, surtout à cette époque-là aussi, je pense. Oui. Là, Ouais, on voit vraiment là, je sais pas qui d'autre aurait pu donner cette performance-là pour ce rôle-là. Là, en plus de tous les éléments d'action, puis que Nicolas Cage est un gars qui était en forme, puis qui était connu pour faire du cinéma d'action à cette époque-là. Fait que, ouais, c'est vraiment impressionnant, en fait. Et je veux dire, ceci dit, je veux pas dire que John Travolta est pas bon dans le rôle non plus. C'est un autre genre de rôle. Peut-être un peu moins nuancé, mais en même temps, c'est ça le rôle aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas un personnage avec beaucoup de nuances, disons, non, parce Castor Troy. Ouais, c'est ça. Castor Troy est assez unidimensionnel dans sa personnalité à lui. T'sais. Ouais. Il peut pas concevoir d'être autre que ça, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un psychopathe, là. Ben ouais. C'est pas... Ouais, effectivement. Que dire de la relation avec la femme de Sean Archer vis-à-vis les deux personnages, une fois l'échange fait? Ouais. C'est assez spécial. Ça aussi, c'est pas pire fucked. C'est surprenamment, pour l'époque, traité de façon quand même assez tasteful aussi. Oui. Dans le sens où tu sais, on le sait que c'est wrong, genre, puis tout le monde le sait que c'est wrong, puis il n'y a pas de... Tu sais, quand elle dit, ben, tu sais, quand elle se rend compte que c'est pas lui, puis qu'il y a eu un switch, puis qu'elle parle avec son mari qui ressemble au gars qu'elle haït le plus au monde, cette scène-là aussi, tu sais, il y a énormément de profondeur dans le relationnel. Ah, tu sais, je veux dire, ça, je peux pas m'imaginer avoir à vivre ça. Là. Ça doit être quelque chose d'extrêmement difficile de la personne que t'aimes ressemble à la personne que tu as le plus au monde, qui a ruiné ta vie d'une certaine façon. C'est quand même assez intense. Ah oui, c'est ça. C'est super intéressant. C'est bien fait. En même temps, tu sais, encore là, c'est Nicolas Cage puis comment qu'elle s'appelle, elle? Joan Allen. Joan Allen, qui, tu sais, je veux dire, c'est encore là, Joan Allen aussi est vraiment super solide dans ce film-là, une masterclass de nuances là dans sa performance. Ben, ouais, il y a tout cet élément-là du relationnel, tout ça, de switcher, elle a couché avec, elle s'est fait violer, en gros, tu sais, par le gars qu'elle a eu le plus au monde, puis que son mari, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il sait que c'est de sa faute. Oui. Si c'est arrivé en même temps, tu sais, parce qu'il a pas dit, puis c'est vraiment rough, tout cet aspect-là. Et c'est undercut par le fait que la manie de cette famille-là c'est de se donner des caresses d'en face. Oui, d'une certaine façon, effectivement. Et ça, c'est très, très, très particulier. C'est un setup pour établir, expliquer que les gens comprennent que blablabla, que c'est lui pour vrai, etc. Mais c'est vraiment un choix spécifique, étrange. Oui. Que personne fait. Tu sais, on parlait des affaires qui sont de l'ordre de la science-fiction dans ce film-là. Ça en fait partie. Des gens qui, tu sais, comme eux autres dans leur famille, ce qu'ils font, c'est qu'ils se donnent des caresses d'en face, genre. C'est vraiment weird. Et le regarder avec la salle, c'était vraiment drôle. À chaque fois que ça l'arrivait, tout le monde partait à rire. Tu sais, ça avait vraiment pas l'effet que John Woo voulait, là, je pense. Ça, c'est sûr.
Fait que ça se donne des caresses d'en face dans ce film-là. C'est une œuvre, si vous ne l'avez jamais regardé, c'est une œuvre assez particulière, surtout pour un film d'action, parce que c'est quand même un gros film d'action. Tu sais, on parle de tout ce qui est en arrière, mais c'est du John Woo, c'est un film d'action. Il y a des slow motion, il y a du monde qui se pitch avec 2 pistolets dans les mains en or, avec des manteaux longs et des affaires de même. Mm-hmm. Il y a des car chase, il y a des avions chase, I guess. Ouais. Il y a des explosions, mais pour moi, ce qui est intéressant de ce film-là, c'est tout l'autre aspect. L'action, oui, est bonne, mais ce qui m'a toujours accroché, c'est tout le reste du film qui n'a aucun sens, puis qui juste essayer de s'imaginer que ça arrive pour vrai, c'est très intéressant. Ouais, effectivement. Mais ceci dit, ouais, 7 pistes, on en a parlé, il y a l'avion, la poursuite en avion versus des chars versus un hélicoptère qui finit dans un hangar, la prison. Ouais. Après ça, il y a le mansion de l'ami de Castor Troy qui devient l'ami de Sean Archer, le condo, mettons, de ce gars-là. Ensuite de ça, en bateau aussi vers la fin. Il y a le dernier 7 pistes, c'est la poursuite en bateau qui est précédée par une fusillade dans une église. Oui, c'est vrai. Entre ça et ça, me semble qu'il y en a un. Ah ben non, il y a dans le mansion que il y a la fameuse scène des miroirs. Oui. Qui est quand même un moment genre de catharsis visuel. C'est du visual storytelling qui est un peu, c'est un peu quétaine ce bout-là, mais en même temps, c'est correct. Mais ouais, mais en même temps, effectivement, il y a pour un film de John Woo qui est vraiment un film d'action, c'est un film qui est quand même assez lent. C'est vraiment un drame. Oui, oui, effectivement. Il y a des grosses scènes d'action, mais entre les scènes d'action, il y a énormément de drame, il y a énormément de scénarios, mais en même temps, beaucoup plus que dans Hard Boiled, mais un peu moins que dans Broken Arrow, qui est le film qu'il a fait juste avant, mais quand même, il y a une ligne directrice assez simple. Oui. Ça part pas dans tous les sens. Tu sais, il y a un but au début, puis après ça, ce but-là devient le prochain but, puis ce but-là devient le prochain but, puis ça devient pas comme complètement convoluted, puis que ça a aucun sens. C'est vraiment plus un drame relationnel sur comment, tu sais, ça parle de loyauté aussi beaucoup, je pense. Tu sais, avec la blonde de Castor Troy qui aime pas vraiment Castor Troy, puis que là, c'est la première fois qu'il est gentil avec elle. Fait que même si ça a pas vraiment de sens, elle aime bien mieux être du bord de ce gars-là que du bord de l'autre. Il y a fait que c'est vraiment comme il y a énormément de recherche sur les personnages, puis c'est un film qui est comme empathique, genre, même si tu sais, il n'y a pas beaucoup d'empathie pour les psychopathes, mais à part de ça. Ouais. Mais à part ça, c'est un film qui est très qui travaille beaucoup sur le relationnel. Puis sur le drame, puis sur la famille, parce qu'il y a, tu sais, en même temps, il y a comme, tu sais, la fin qui est un petit peu trop... over the top? Ouais. Ben, tu sais, puis c'est vraiment... encore là, tu sais, c'est particulier parce que... tu sais, c'est un gars qui clairement aime vraiment beaucoup la violence puis le ballet de violence puis les explosions puis le monde qui meurt dans des façons extraordinaires, tout ça. Mais en même temps, c'est un nounours, là, ce gars-là, là. C'est un, tu sais, cette scène finale-là où est-ce que il fait blanc dehors. T'sais, on est dans une maison, là. Là, il y a les rayons là, du soleil qui rentrent dans la maison, là.
Ils ont loué genre comme 10 spots de 20 000 watts pour les envoyer dans une fenêtre là, dans cette scène-là. Là. C'est over avec des machines à boucan. Et puis là, tu sais, là, il y a John Travolta qui arrive à la maison en ralenti avec une musique, avec le thème du film, mais la version Balade, cute. Ouais, c'est ça. Et puis là, il rentre, puis c'est tout au ralenti. Pendant que lui, il marche au ralenti, sa femme court à vitesse normale pour aller le rejoindre à la porte. Tu sais, t'as l'impression que c'est comme c'est un Hallmark movie of the week là, presque là, tu sais à quel point c'est quétaine là. Mais écoute, je sais pas, c'est un big softy dans le fond, tu sais, il veut que tout finisse bien puis que finalement ils ont un fils qui ressemble vraiment beaucoup à leur fils. Ouais, c'est ça. Puis qui va sûrement ressembler beaucoup à John Travolta dans quelques années, puis peut-être que ça va être problématique parce que c'est l'enfant biologique de Castor Troy qui se fait adopter à la place de leur fils. Spoilers en passant. Là. Oh, ouais. Une grande œuvre, hein, au final. Alors, effectivement, un super film qui est pas sans ses petits accros, mais je veux dire, ça vaut énormément la peine. Ça se regarde n'importe quand, avec n'importe qui, je pense. Là. Oui. Oui. C'est vraiment un crowd pleaser, ce film-là. Effectivement. Et qui a le dernier single de In Excess aussi. Avant que le chanteur meure d'un overdose, je pense, ou quelque chose. Là. Ouais, quelque chose ensemble. Ouais, c'est la dernière affaire qu'ils ont faite. Je me souviens que c'était... moi, je m'en souviens parce que il y en avait beaucoup parlé dans la publicité du film à l'époque. Là. C'était les 90s jusqu'au mid-2000. Il était bien fort sur... Ouais, la tune thème faite par un band. Ouais, ou un rapper, ou tu sais. Ouais, c'est ça. C'était il a fait Mission Impossible 2 après ça. Puis il y a la version de Limp Bizkit de la tune de Mission Impossible là-dedans. Et il y a la tune de Metallica. Il y en a 2. Ah oui, c'est vrai. Ouais. I Disappear avec le vidéoclip que tout le monde se sauve de l'apocalypse en courant. Là. Oui, c'était très bon. C'est un des meilleurs vidéoclips que j'ai vu de toute ma vie. Eh boy. Oui, effectivement. Je suis curieux de re-regarder Mission Impossible 2. Ouais, c'était pas si pire que ça, mais je dois avouer que la dernière fois que je l'ai vu, j'étais assez jeune. Donc. Mettons, si t'as trouvé que par bout, Face-Off, ça ralentit un peu, surtout que tu l'avais déjà vu, genre, Mission Impossible, c'est vraiment... c'est très, très lent. Je me souviens beaucoup des shots de moto là, avec des espèces de photoshoots coupés. Là. Ça, c'est ce que je me souviens le plus. Ça, c'est les derniers 20 minutes, ça, en fait. Ouais, exact. Le reste du film, c'est vraiment comme c'est un film d'espion de John Woo, puis c'est pas sa force. Ouais, OK. Fait que c'est lent. Je vais y donner une deuxième écoute à un moment donné, mais j'ai quelques souvenirs de quelques morceaux. Ouais. Il me semble que j'avais une autre affaire à dire sur Face-Off. C'est excellent. Nicolas Cage. C'est très bon. C'est Nicolas Cage. On en a parlé. Allez le voir, au final. C'est deux excellents films d'action. Je veux dire, Hard Boiled, il y a quand même, je pense que c'est l'affiche originale où il y a un bébé avec un 12 dans les mains. Juste pour ça vaut... C'est pas un bébé avec un 12 dans les mains. Il me semble que oui. Chow Yun-Fat, il y a un bébé puis il y a un 12 dans les mains. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, okay. oui, je pensais que tu disais que Chow Yun-Fat, il y a un bébé qui tient un 12, genre, puis là, Chow Yun-Fat, il shake le bébé pour tirer du 12. Ça aurait été pas pire. Là. Ça aurait été excellent. Ouais, fait que Hard Boiled, un excellent. Et puis Face-Off, si vous voulez voir le peak Nicolas Cage acting, c'est un de ceux à ne pas manquer. Ouais, le plus avec le plus de
de différents niveaux d'acting à l'intérieur d'un film, je pense, pour Nicolas Cage, vraiment. Là. Je pense que ça doit être, en tout cas, si c'est pas celui qui a le plus de range, il doit être pas loin d'être dans les tops. Là. Mm-hmm. Ouais. Je pense que vraiment. Ça fait le tour, hein, Bruno? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Ben ouais. On a fait le tour. Toutes les notes que j'avais écrites sont parties. Donc, oui, les deux des grosses recommandations. Pour moi, Hardboiled, c'est un plus 8.2, je dirais. Ouais. Puis pour moi, Face Off, c'est probablement un plus 7.9. Ouais, très proche du 8, effectivement. Ouais. On en a parlé, là, mais mention spéciale à la scène au climax, la scène d'action finale. Le chien est parti. Il y a quelqu'un qui aime pas la sonnette. Qui aime pas la scène finale de Face Off. En prime, hein, guys, chien qui jappe parce que la personne qui est ma mère, en fait, on va le dire, qui j'ai dit la porte arrière est débarrée, ne sonne pas s'il te plaît, n'a pas écouté et a sonné pareil parce que je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Donc là, le chien est pogné dans sa loupe de jappe. Donc, la scène finale, Bruno. La scène finale, très over the top, malgré le fait que beaucoup de scènes over the top dans ce film-là, la scène finale de ce film-là est extrêmement over the top. C'est une poursuite en bateau dans laquelle deux gars se tirent dessus, un à côté de l'autre, ils sont pas capables de se pogner, mais s'il y a des gardes côtiers en avant d'eux autres, par exemple, un coup de mitraillette, sont tous morts. À un moment donné, un John Travolta accroché sur le côté d'un bateau. Ils ont tout tourné ça pour vrai avec des vrais cascadeurs. Et la scène se termine avec un bateau qui explose en tombant dans l'eau. Oui, c'est quand même légitime, un bateau qui explose en tombant dans de l'eau. Ouais. Ça, c'est comme quand deux chars se rentrent dedans et qu'il y a une explosion au milieu. Oui, c'est ça. Ça, c'est comme le prochain step, genre. Ouais, il y a beaucoup d'explosions, en fait, dans cette scène-là. Je pense que, parce que moi, j'avais théorisé, ou j'avais hypothétisé que c'était une affaire il était under budget. Et je pense que ce que j'ai compris du Q&A avec John Woo à la fin, c'est que c'est exactement ça qui s'est passé. Il était under budget et donc ils ont fait exploser des affaires. Il y avait la possibilité de faire exploser des affaires parce qu'il était under budget. Donc voilà, John Woo qui s'est payé un trip, qui s'est dit j'ai toujours voulu faire une scène de poursuite en bateau avec plein d'explosions, puis c'est ça qu'il a fait parce que c'est ça qu'il avait envie de faire. Comme je disais un peu tantôt, là, Hitchcock, là, il se disait qu'est-ce qui est une cool scène d'action? Ah, des bateaux qui explosent, OK. C'est ça. No questions asked. Est-ce que ça fonctionne physiquement? Who cares? Il y a des bateaux qui explosent. Ouais. Bon, ben écoute, avant la troisième apocalypse de mon chien, Bruno, je pense qu'on va se quitter. Ben merci tout le monde. Re-bienvenue à la saison de redébut de Critique Exquise, comme on renouveau. Le renouveau, ouais, comme on va faire à chaque année, je pense, c'est une petite pause estivale, puis après, on recommence avec Fantasia. Et puis, on va avoir d'autres contenus bientôt. Dont, écoute, moi, j'ai vu Sissi de Roundup, Sadako DX hier, un excellent film, Bruno, on va y revenir. Et quelques autres choses. Je sais que Pascal a vu pas mal de stock, puis toi aussi. Ouais, fait que Pascal puis moi, on va jaser de pas mal d'affaires. On va sûrement avoir peut-être aussi, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plusieurs épisodes où est-ce qu'on va avoir des discussions, puis probablement qu'à la fin, on va faire une espèce de catch-up des affaires que juste un de nous a vu. Exact. Comme ça. Puis aussi parler du festival en général, parce que en fait, pour vous en parler, c'est un retour en salle. Il n'y a eu aucun film en ligne pour les gens qui viennent voir des films. Je sais que pour les médias, il y a toujours des screeners, des choses disponibles en ligne, mais pour les civils, si on peut dire ça comme ça. Le public, disons. Le public, merci. Il n'y avait rien en ligne cette année. Donc, c'est un retour en forme pré-COVID. Puis moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais beaucoup parler des choix de films qu'il y a eu cette année.
quelque chose qu'on reviendra dessus probablement dans nos derniers shows. Arrête. Fait que Bruno, hein? Yes. C'était Critique Exquise. C'était Critique Exquise. Rajoutez-nous sur Spotify. Cherchez-nous sur Tinder. On est sur Apple Music, toutes les affaires, là, je pense. Hein? Podcast.com, Radio H2O, Martin Godette. Si vous voulez changer de face, ça se peut. C'est possible.